Dans les années 70, j'ai été amené à travailler dans le 6e arrondissement de Paris, à Saint-Germain-des-Prés. J'ai tout particulièrement apprécié ce quartier avec ses rues calmes, ses galeries d'art, ses magasins d'antiquités et ses librairies anciennes. Évidemment, les choses ont beaucoup changé en raison de l'afflux touristique, mais il se manifeste surtout dans les rues piétonnes, notamment dans une partie de la rue de Bussy. Il est donc assez concentré, même si certaines voies, comme la rue Saint-André-des-Arts, autrefois très calme et même un peu triste, ont accueilli hôtels, restaurants et boutiques. Il reste néanmoins plusieurs secteurs à l'écart de l'agitation où il fait bon se perdre, mais jamais bien longtemps, et qui sont souvent à l'origine de sympathiques découvertes. C'est évidemment plus particulièrement dans ces endroits que je vous invite à me suivre. En tout premier lieu, ce document traitera de la place Saint-Germain-des-Prés et de ses abords, notamment de cette partie du boulevard Saint-Germain qui comporte les établissements emblématiques que sont le restaurant Les Deux Magots, le café de Flore et la brasserie Lippe. Plus précisément, partant de l'église, nous ferons le tour de la place dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en examinant tout d'abord le square, puis la librairie La Une, le café-restaurant Le Bonaparte, son voisin Le Beauregard, la société d'encouragement, les 3 établissements précités, enfin l'ancien emplacement du drugstore Publicis. Elle s'appelait Henriette Dora Markovitch et était une photographe et peintre française. Son père était un architecte croate, sa mère française. Née en 1907, elle fait des études artistiques dans diverses écoles parisiennes et prend le pseudonyme de Dora Maar. Durant plusieurs années, elle fut la compagne de Picasso. C'est en 1941 que ce dernier sculpte un bronze qui la portraiture. Il l'offrira à la ville de Paris en 1957. Disposé dans le square Laurent Prache, il sera dérobé durant la nuit du 30 au 31 mars 1999. C'est un employé municipal de la commune d'Auny, dans le Val d'Oise, qui le retrouvera dans un fossé, mais sans plus savoir de quoi il s'agissait. C'est ainsi que le bronze trônera dans le hall d'entrée de la mairie jusqu'à ce qu'un quidam le reconnaisse. Il sera bien sûr restitué à la ville de Paris, puis replacé à son emplacement d'origine, dans le square. Au premier regard, il apparaît que les locaux de la librairie La Une sont totalement neufs. L'explication est simple. Fondé en 1949, l'établissement était alors situé sur le boulevard Saint-Germain. C'est en 2012 qu'il a émigré vers la rue de l'Abbaye. Or, le 16 novembre 2017, à la suite d'un court-circuit, un incendie s'est déclaré, ravageant l'ensemble des lieux. Un an plus tard, tout était remis en état, de haut en bas, c'est-à-dire sur les 2 niveaux, réaménagés à l'identique. En rez-de-chaussée, la librairie et au premier étage, la galerie d'exposition dédiée à la photographie contemporaine. Nous voilà maintenant devant la brasserie Le Bonaparte, Le Bonat pour les intimes.
Ce n'est certes pas un café littéraire et les intellectuels n'y ont pas défilé, mais il est néanmoins permis de le qualifier de café historique. Il faut dire qu'il est situé sur un emplacement privilégié. À l'angle des rues Bonaparte et Guillaume Apollinaire, sa façade principale se développant le long de cette dernière voie. Il semble comme trôner, avec à ses pieds la place Saint-Germain-des-Prés, l'église et le square, une position des plus enviables. Certaines personnalités, en tout cas qui le sont devenues, l'ont fréquenté au début de leur carrière. Ainsi, Brigitte Bardot et Juliette Gréco, qui fut surnommée la muse de Saint-Germain-des-Prés. Je ne puis m'empêcher de me remémorer la chanson que Guy Béard écrivit pour elle, Il n'y a plus d'après, qu'elle interpréta avec tant de sensibilité. Je rappellerai que Juliette Gréco fréquenta également le Tabou, club de danse et de jazz situé dans une cave de l'immeuble d'une 33 rue Dauphine. Elle y récitait des poèmes, tandis que Boris Vian, Jean-Paul Sartre, Gaston Gallimard, Roger Vaillant et bien d'autres animaient les soirées. Cela ne dura guère, en raison de la présence inopportune de quelques individus au comportement indélicat. La troupe émigra donc vers une autre cave, celle d'un immeuble situé à l'angle des rues Guillaume Apollinaire et Saint-Benoît, le Club Saint-Germain, c'est-à-dire tout près de la place. Mais revenons au Bonaparte. L'établissement fut également un lieu de tournage pour le cinéma. Ainsi, en 1958, une scène du film Les Tricheurs de Marcel Carné, qui fit beaucoup parler de lui à l'époque, avec en tête de distribution Jacques Charrier et Pascal Petit. Plus récemment, La Douleur, film réalisé par Emmanuel Finkiel, sorti en 2018 et tiré du roman éponyme de Marguerite Duras. Aucun doute, le Bonnat est bien un des grands du quartier. Mais avant de poursuivre le tour de la place, jetons un coup d'œil sur son voisin, le café-restaurant Beauregard. C'est une nouveauté dans le quartier. Un établissement à la fois café, restaurant et cinéma. En effet, le Beauregard propose des séances de projection à ses clients. Cette très ancienne salle fut toujours spécialisée dans les films d'art et d'essai. À l'origine, c'était un cabaret, le Bilboquet, devenu cinéma sous le même nom, puis le Saint-Germain-des-Prés, enfin l'Étoile Saint-Germain. Aujourd'hui intégré dans le restaurant, il a pris le nom de Beauregard en hommage au producteur de la Nouvelle Vague, Georges de Beauregard. La Société d'encouragement pour l'industrie nationale a été fondée en 1801. Elle avait alors pour but l'engagement de la France dans le domaine de l'industrie et, d'une manière générale, de favoriser la création. À l'heure actuelle, elle poursuit cette activité au bénéfice de l'industrie par l'innovation technologique. Nous voici maintenant face à l'église et à son esplanade. Elle a belle allure. Néanmoins, il faut rappeler qu'elle faisait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, l'abbaye royale de Saint-Germain-des-Prés. Mais la Révolution imposa la suppression de toutes les abbayes et pour celle qui nous intéresse, la fin survint en février 1792. Outre l'église, il ne subsiste aujourd'hui que le palais abbatial, imposant bâtiment que nous pourrons admirer bientôt. Il est difficile de parler de l'ancienne abbaye sans faire allusion aux événements dramatiques qui survinrent les 3 et 4 septembre 1792, plus connus sous l'appellation de massacre de septembre. En effet, aujourd'hui, certaines personnes incarcérées à la prison de l'abbaye toute proche en furent extraites, conduites sur la place puis exécutées froidement. Il y eut environ 300 victimes. Il est à noter que des événements similaires se produisirent également dans diverses prisons parisiennes, mais aussi et surtout au couvent des Carmes de la rue de Vaugirard, où étaient détenus des prêtres réfractaires.
L'établissement Les Deux Magots est à la fois un restaurant et un café littéraire. C'est en 1885 qu'à l'emplacement en question s'était établi un débit de boissons à l'enseigne des Deux Magots. Il avait succédé à un magasin de nouveautés dont la devanture était agrémentée de deux figurines évoquant la Chine sous la forme de deux magots. Le nouveau café avait conservé ses éléments décoratifs. Dans les années 20, les surréalistes, André Gide en tête, fréquenteront l'établissement. Dans les années 30, ce furent les existentialistes qui fondèrent le prix des Deux Magots. Le café est alors fréquenté par de nombreux artistes, dont Jean Giraudoux, Fernand Léger, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Actuellement et chaque année, le prix littéraire Péléas, créé en 1997, y est décerné. Le Café de Flore est situé au 172 du boulevard Saint-Germain, à l'angle de la rue Saint-Benoît. C'est un café littéraire, un des plus connus, avec son voisin les Deux Magots. Il a été créé vers 1885 ou 87 et a pris le nom de la déesse des fleurs et du printemps, dont une représentation se trouvait sur le trottoir opposé. Depuis ses débuts et jusqu'à aujourd'hui, le Flore a été le lieu de prédilection de personnalités des lettres et des arts, d'intellectuels, peintres, cinéastes et acteurs. La liste en serait bien longue. Néanmoins, citons Guillaume Apollinaire, André Breton et Louis Aragon, Ossip Zadkine, Pablo Picasso. Plus près de nous, le réalisateur Marcel Carné, mais aussi Brigitte Bardot, Alain Delon, Simone Signoret, Yves Montand et bien d'autres. Chaque année, depuis 1994, le prix de Flore y est décerné à un jeune et talentueux auteur. Cette brasserie du boulevard Saint-Germain a été ouverte au public en 1880 par Léonard Lippe. D'origine alsacienne, il avait dû quitter sa province, annexée par l'Allemagne à la suite de la défaite de 1870. En 1920, l'établissement passe entre les mains d'un certain Marcelin Cazès, qui en modifie profondément la décoration. Son fils, Roger, assurera la suite en 1955. Depuis 1990, c'est la propriété d'une famille Bertrand d'origine auvergnate. Déjà à l'époque de Marcelin, la brasserie était fréquentée par quelques poètes, notamment Verlaine et Apollinaire. Chaque année, le prix Cazès, créé en 1935 par Marcelin, est décerné à un auteur. Rappelons que le 29 octobre 1965, l'opposant au roi du Maroc Hassan II était enlevé devant la brasserie et ne devait jamais plus réapparaître. Ce fut le début de ce que l'on appela alors l'affaire Ben Barka. C'est le 19 octobre 1965 que fut inauguré le drugstore Publicis, encore appelé drugstore Saint-Germain ou même Pub Saint-Germain. Les débuts furent prometteurs et durant de nombreuses années tout se déroula parfaitement. Mais, progressivement, la fréquentation diminua malgré la présence de nombreux touristes dans le secteur. L'établissement manquait de place et aucune solution valable ne pouvait être envisagée. C'est ainsi qu'en 1996, le drugstore dut laisser la place à la boutique de vêtements de luxe Emporio Armani, un couturier italien. Il avait pourtant été un point de fixation, un lieu de rendez-vous du quartier durant environ 30 ans, sous la direction de M. Marcel Bleustein-Blanchet, le fondateur de l'agence Publicis. Il faut en outre rappeler que le dimanche 15 septembre 1974, en fin d'après-midi, un attentat fut perpétré dans les lieux au moyen d'une grenade lancée par un homme qui prit la fuite. Bilan, 2 tués et 34 blessés. L'auteur des faits, identifié comme étant un certain Illich Ramirez Sanchez, plus connu sous le surnom de Carlos, fut finalement arrêté à l'étranger puis ramené en France. Le 15 mars 2018, la Cour d'assises de Paris le condamnait à la réclusion criminelle à perpétuité. Dirigeons-nous maintenant vers la rue de l'Abbaye, toute proche, c'est-à-dire vers la librairie La Une.
Situé rue de l'Abbaye, le palais abbatial a été construit en 1586, puis agrandi en 1691 par le cardinal Guillaume Egon de Furstenberg, nommé abbé de Saint-Germain-des-Prés en 1697. Construit en briques et pierre, il représente avec l'église tout ce qui reste de l'ancienne abbaye. Sa façade principale donnait sur une cour d'honneur disparue par suite du percement de la rue de l'Abbaye. Le bâtiment est aujourd'hui occupé par l'Institut catholique. Dans son axe se trouve la petite rue de Furstenberg dans laquelle nous nous engageons. La rue de Furstenberg fait évidemment allusion au cardinal Egon de Furstenberg, abbé de Saint-Germain-des-Prés. À cette époque, la place carrée qui aujourd'hui sépare la rue en deux tronçons était appelée Cour des Écuries. C'est le cardinal qui fit ouvrir cette voie vers 1699 sur un terrain de l'abbaye, dans l'axe de la porte principale. C'est également à lui que l'on doit la création de la rue Cardinal, toute proche. À noter, au numéro 6, le musée Eugène Delacroix, qui fut son atelier. Me trouvant place Furstenberg, je n'ai pu m'empêcher d'aller visiter ce qui fut l'appartement atelier d'Eugène Delacroix, où il mourut en 1863. Toutefois, je n'en ferai pas le compte-rendu à proprement parler, ce n'est pas là l'objet de ce document. Je rappellerai simplement son œuvre la plus connue, La liberté guidant le peuple, inspirée de la Révolution des Trois Glorieuses de 1830. Mais il se trouve que ce qui fut la résidence de Delacroix est une charmante et sympathique maison avec à ses pieds un jardin qui paraît être celui d'un de nos pavillons de banlieue, en plein Paris, le tout absolument invisible depuis la place. De toute façon, l'ensemble méritait bien une photo.
Nous allons aborder maintenant cette partie du quartier Saint-Germain-des-Prés qui subit le plus la pression touristique, je veux dire la rue de Bussy, surtout dans sa partie piétonne, ainsi que la rue Saint-André-des-Arts qui se présente comme son prolongement. Cafés, restaurants, hôtels et boutiques destinés aux visiteurs y sont omniprésents. À la jonction des deux voies, c'est le carrefour de Bussy, véritable cœur du secteur, qui reçoit les rues Mazarine et Dauphine en provenance des quais de Seine, tandis que la rue de l'Ancienne Comédie conduit au boulevard Saint-Germain. Mais c'est là un cœur bien encombré par la circulation automobile. Si cet ensemble ne constitue pas pour moi l'aspect le plus sympathique du quartier, il mérite néanmoins une visite, ne serait-ce que pour déambuler dans cette voie bien particulière qu'est la cour du commerce Saint-André, située à proximité. Quant au nom, Bussy, il fut attribué en 1352 en l'honneur de Simon de Bussy, premier président au Parlement de Paris. Nous voici devant le 12 de la rue de Bussy, un immeuble de 4 étages situé dans la partie piétonne, c'est-à-dire très touristique. Les cafés, brasseries et restaurants se suivent de chaque côté et le 12 ne fait pas exception. Ce bar crêperie porte pour enseigne Le Molière et est classé aux monuments historiques. Selon la chronique, c'est dans cette rue, à quelques mètres, que se situait le jeu de paume dit de la Croix Blanche, où Molière ouvrit son illustre théâtre en 1650. C'est également le lieu où celui qui s'appelait encore Jean-Baptiste Poquelin prit le pseudonyme de Molière. En outre, en examinant la façade de l'immeuble, nous devinons la présence de deux éléments décoratifs. Un mascaron en forme de tête de femme, juste au-dessus de la fenêtre située au milieu du premier étage, une étoile à 5 branches au-dessus de la fenêtre similaire du deuxième. Il s'agit en fait d'un symbole maçonnique, l'étoile flamboyante. C'est en effet à cette adresse qu'a été fondée la première loge parisienne, loge Saint-Thomas, en 1732. Au XVe siècle, il existait un chemin qui longeait l'enceinte de Philippe Auguste. En 1560, il prit le nom de rue des Fossés, puis rue des Fossés Saint-Germain, enfin rue de la Comédie en raison de la construction du théâtre français en 1680. C'est en 1834 que le nom actuel lui fut attribué. Fabre d'Églantine et Jean-Paul Marat ont résidé dans cette rue. Au numéro 13 se situe le plus ancien café établi à Paris, le Procope. Il tire son nom du premier exploitant, Francesco Procopio, d'origine sicilienne, arrivé en France en 1670. L'établissement, fondé en 1684, deviendra dès cette époque un rendez-vous littéraire. Durant la Révolution, le club des Cordeliers, avec Danton et Marat, se réunit au Procope. De nos jours, et depuis 2011, le prix Procope des Lumières est décerné et destiné à récompenser l'auteur d'un essai philosophique paru en librairie durant l'année en cours.
Après le café Procope, nous nous dirigerons vers la rue du Jardinet en passant devant l'entrée de la cour du commerce située boulevard Saint-Germain afin d'examiner la partie visible de la cour de Rohan. La cour de Rohan est un lieu privilégié, véritable havre de paix. Autrefois ouverte au public, elle est maintenant close de haute grille, sans doute conséquence de la pression touristique intense. Elle dispose de deux accès, soit par la cour du commerce, soit par la rue du Jardinet, qui représente la seule possibilité de prendre quelques clichés. Cette rue est une voie étroite qui se termine en impasse, butant sur la grille ajourée qui ferme la cour de Rohan. Le peintre d'origine polonaise Balthus y avait installé son atelier en 1936. Le nom de cette cour est une altération de Rouen, qui faisait référence à l'hôtel des archevêques de Rouen, aujourd'hui disparu. Quant à la rue du Jardinet, elle tire son nom du jardin de l'ancien hôtel de Vendôme, détruit vers 1440. Après avoir examiné la cour de Rohan, nous retournerons sur nos pas et par l'entrée voûtée du boulevard Saint-Germain, nous pénétrerons dans la cour du commerce. Sans atteindre la densité humaine de la rue de Bussy, la cour du commerce Saint-André est néanmoins fort visitée. Elle se présente sous la forme d'une voie rectiligne, assez étroite, sorte de galerie mais partiellement couverte et parallèle à la rue de l'Ancienne Comédie. Le café Procope y dispose d'une terrasse sur sa façade arrière. Quelques commerces spécifiques s'y sont établis. Citons entre autres une épicerie fine, une librairie papeterie dite handmade, laissant donc supposer la vente de produits artisanaux. L'accès vers la cour de Rohan est fermé par une grille aveugle interdisant toute photo. Historiquement, il faut rappeler qu'au numéro 8, Marat avait établi l'imprimerie du journal L'Ami du Peuple et qu'au 9, le célèbre Guillotin expérimentait sa mécanique bien connue sur des moutons. Nous sommes maintenant parvenus à l'extrémité de la cour du commerce, ce qui nous permettra d'accéder à la rue Saint-André-des-Arts, non loin du carrefour de Bussy. Nous emprunterons cette rue sur la droite.
Elle nous conduira directement vers la place Saint-André-des-Arts, mais bien évidemment, nous nous permettrons quelques escales, dont une particulièrement intéressante. Le restaurant Roger la Grenouille, situé un peu plus loin, rue des Grands Augustins. Nous voici donc rue des Grands Augustins, et comme toujours, l'histoire n'est pas bien loin. En effet, la rue tire son nom de l'ancien couvent des Grands Augustins, alors situé sur le quai. Au numéro 28 se situe l'illustrissime restaurant à l'enseigne de Roger la Grenouille. Ce Roger-là se nommait Spinnery, nom d'origine alsacienne. C'est en 1930 qu'il fit l'acquisition d'un fonds de commerce de cordonnerie qu'il transforma en restaurant. Je pense que vous me croirez sans peine si je vous dis que depuis lors, l'établissement s'est spécialisé dans les cuisses d'un amphibien sauteur cuisiné à toutes les sauces. D'emblée, le restaurant eut un immense succès et fut fréquenté par de nombreuses personnalités du monde politique et artistique. Ainsi, Pablo Picasso, qui de 1935 à 1955 résida non loin de là, rue des Grands Augustins, où il débuta sa célèbre toile Guernica. Balthus, Saint-Exupéry, le président Auriol, et plus près de nous, Patrick Devers, Gérard Depardieu, mais aussi le pape Jean XXIII et même la reine-mère d'Angleterre. Roger, car c'est ainsi qu'on l'appelait, n'hésitait pas à porter secours aux plus démunis, notamment aux vagabonds, auxquels il offrait des repas en remplissant leurs gamelles de bons morceaux. C'était décidément un très brave homme. Il avait institué une pratique plutôt amusante. Il n'existait qu'une seule carte, disposée sur une sorte de tableau au fond de la salle, tout en longueur. Les convives étaient dotés d'une paire de jumelles afin de pouvoir la lire. En 2006, l'établissement fut repris par Sébastien Lérac, gérant du restaurant Chez Allard, situé non loin rue de l'Éperon. Aujourd'hui, c'est un certain François Pagot, chanteur lyrique, qui lui a succédé. Après Roger la Grenouille, nous reprenons notre progression rue Saint-André-des-Arts. Un peu plus loin, sur la gauche, se situe la rue Séguier, du nom de Pierre Séguier, grand chancelier de France qui vécut au XVIe-XVIIe siècle. Quant à la rue, c'est une très ancienne voie de Paris qui remonte au moins au XIIIe siècle. Notre attention est immédiatement attirée par une petite boutique de couleur rouge située non loin au numéro 18. C'est en fait une librairie spécialisée en archéologie. J'avoue avoir toujours eu un penchant pour cette sorte de commerce, et d'ailleurs en avoir souvent fréquenté une au bas de la rue Saint-André-des-Arts, hélas disparue. Il faut dire qu'elle est pour le moins un peu bizarre, cette librairie,
formant une sorte de pan coupé comme coincé entre deux grands bâtiments. Alors, photo. De plus, tout à côté se trouve la superbe porte d'entrée à deux battants d'un hôtel particulier, tout comme d'ailleurs au numéro 16. Il ne serait pas convenable de quitter les lieux sans faire remarquer la présence d'une plaque commémorative apposée au numéro 18. Elle fait référence à Georges Pitard, avocat à la Cour de Paris, membre du Parti communiste et du Conseil juridique des syndicats de la Seine, dont le cabinet était implanté à cet endroit, fusillé par les nazis dans le premier groupe d'otages le 20 septembre 1941. Nous voici parvenus place Saint-André-des-Arts, ultime étape de cette troisième partie. L'endroit est manifestement voué au tourisme avec ses cafés et ses restaurants. Cette place tire son nom de l'ancienne église Saint-André-des-Arts, aujourd'hui disparue. Remontant au XIIIe siècle, elle avait été bâtie entre 1210 et 1212, mais fut refaite en 1660. À l'époque révolutionnaire, elle était alors très délabrée et avait servi de temple de la raison ainsi que de club. Finalement, elle fut vendue et détruite entre 1800 et 1808. C'est ainsi que, pour notre plus grand plaisir et celui des touristes, naquit la place Saint-André-des-Arts, faute d'autres projets. J'ajoute que le 22 novembre 1694, un certain François-Marie Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire, y fut baptisé. Mais tout cela ne met pas encore fin à notre balade. Une quatrième partie, axée sur la rue Bonaparte et les Beaux-Arts, est encore à venir. Pour cela, il nous faudra néanmoins retourner à notre point de départ, la place Saint-Germain-des-Prés. Nous voici revenus à notre point de départ pour une ultime visite. Engageons-nous dans la rue Bonaparte, plus précisément dans la partie en direction des quais. Outre quelques librairies anciennes et magasins d'antiquités, elle comporte surtout des galeries d'art. Il faut dire que c'est là une grande spécialité à Saint-Germain-des-Prés. Certaines voies en sont littéralement couvertes. Ainsi, la rue des Beaux-Arts, la rue de Seine, les rues Jacques Callot, Guénégaud et Mazarine, sans compter les galeries éparpillées de ci, de là. Je n'ai jamais compté, mais je pense qu'il doit y en avoir autant et peut-être même plus que de cafés et restaurants de toutes sortes, ce qui n'est pas peu dire. Si donc vous recherchez ce genre de choses, à coup sûr vous serez satisfait. Notre circuit nous conduira à rue Visconti, puis via la rue de Seine, rue Jacques Callot, enfin retour à la rue Bonaparte par la rue des Beaux-Arts. Le bar-restaurant à l'enseigne du Pré-au-Clair est en quelque sorte un ancien du secteur. Il n'a certes pas la notoriété d'établissements tels que les Deux Magots ou bien encore du Café de Flore, mais il est implanté depuis fort longtemps et pour ma part, je l'ai toujours connu sous cette appellation. Quant à son nom, il provient manifestement de celui d'un terrain, sorte de prairie, situé dans les environs,
qui autrefois servait de lieu de rendez-vous pour des duels. Voir les anciens films de Cap et d'épée où ces événements sont abondamment relatés. Ce terrain s'étendait approximativement le long des actuelles rues Jacob, de l'Université, de Verneuil et de Lille, donc à l'est et à l'ouest de la rue Bonaparte, où coulait alors un ruisseau dénommé la Noue. À l'est de ce cours d'eau, le terrain avait pris le nom de Petit Pré-au-Clair. À l'ouest, c'était le Grand Pré. Il est à noter qu'il existe sur le 7e arrondissement une rue du Pré-au-Clair située non loin de notre bar-restaurant. Mais poursuivons rue Bonaparte au-delà de la rue Jacob et engageons-nous à droite dans la rue Visconti, du nom de l'architecte français d'origine italienne Louis Tullius Joachim Visconti. À l'extrémité de cette voie, nous emprunterons la rue de Seine sur la droite pour récupérer la rue Jacques Callot toute proche sur notre gauche. Nous voici maintenant parvenus rue Jacques Callot, qui honore de son nom ce graveur qui vécut au XVIe et XVIIe siècle. Le bar-restaurant à l'enseigne La Palette s'impose immédiatement à notre vue. Il se caractérise par une décoration intérieure spécifique constituée par des fresques et des céramiques des années 30 et 40. Il est d'ailleurs inscrit aux monuments historiques par arrêté en date du 23 mai 1984. De nombreuses personnalités l'ont fréquenté, notamment durant un temps M. Jacques Chirac. Mais avançons quelque peu dans notre rue afin d'examiner un imposant bâtiment, en fait une annexe de l'école des beaux-arts de la rue Bonaparte, ce qui nous permet en outre de constater la présence de plusieurs galeries. Cette annexe est de facture moderne et fait penser à l'un de nos actuels immeubles de bureaux. C'est que la recherche de la luminosité a guidé ses concepteurs, d'où de très nombreuses baies vitrées. À l'époque où j'ai travaillé sur le quartier, lorsque l'on parlait de cette annexe, on disait la Grande Masse. C'était là une appellation erronée, car il s'agit d'une association d'anciens élèves dont le siège est situé à cet endroit. Une anecdote. De temps à autre, ces sympathiques étudiants avaient pour habitude de bombarder les passants au moyen de sacs plastiques remplis d'eau colorée. J'ignore si cette pratique est toujours en usage, donc prudence. Mais rebroussons chemin vers la rue de Seine, que nous emprunterons à droite jusqu'à la rue des Beaux-Arts, qui nous ramènera rue Bonaparte. Une des entrées de l'école des Beaux-Arts est située au numéro 14 de la rue Bonaparte, exactement dans l'axe de la rue des Beaux-Arts. Face à nous, au fond de la cour, se situe le bâtiment principal, l'imposant Palais des Études. C'est François Debray qui en débuta la construction, qui fut poursuivi par Félix Duban, un de ses élèves, et s'acheva en 1829. De part et d'autre de l'entrée du site, deux piliers supportent les bustes de personnalités du monde des arts ayant vécu au XVIIe siècle. À gauche, celui de Pierre Puget, sculpteur, dessinateur, peintre et architecte français. À droite, celui de Nicolas Poussin, peintre français. Je m'en tiendrai là en ce qui concerne l'école des beaux-arts, qui, sinon, nécessiterait bien évidemment une étude distincte et par conséquent d'importants développements.
Notre périple touche maintenant à sa fin. Il ne nous reste plus qu'à remonter la rue Bonaparte afin de regagner notre lieu de départ. Nous voici parvenus au terme de cette balade dans le quartier Saint-Germain-des-Prés. Évidemment, bien d'autres sites auraient pu être montrés, mais conduisant à un inconvénient majeur, un document trop volumineux. Comme je l'ai déjà dit, il faut se perdre quelque peu pour bien apprécier les choses, et ce que l'on voit par soi-même, d'un œil neuf, vaudra mieux que tous les documents. Ce quartier est riche en petites rues, d'autant plus sympathiques qu'elles sont à l'écart des zones très denses, sans toutefois en être bien loin. Elles ont pour nom rue de l'Hirondelle, rue Gilles-Coeur, rue Séguier, rue de Savoie, rue des Grands Augustins, rue du Pont-de-Lodi et rue Christine, toutes situées entre la rue Saint-André-des-Arts et les quais de Seine. En outre, et pour éviter l'ennui d'un document trop important, je me suis volontairement limité à la partie du secteur compris entre le boulevard Saint-Germain et la Seine. Mais de l'autre côté du boulevard, il existe encore une zone qui se rattache à la première. Elle comprend les rues du Dragon, Bernard Palissy, la rue du Sabot et quelques autres. Vous avez donc encore bien des endroits à explorer. Alors ma foi, bonne visite, que ce soit devant ce diaporama ou bien sur place.